S'il avait pu en tenir un au coin d'une rue, dans l'ombre bien noire, il lui aurait tordu le cou, ma foi, sans scrupule, comme il faisait aux volailles des paysans au jour de grandes manœuvres. Ouf, c'est d'une brutalité qui saisit dès le début, non? Ah oui, complètement. On est dans les toutes premières pages et on sait déjà. On sait déjà. Ce n'est pas juste la frustration d'un type qui a faim et qui n'a pas un sou. C'est une mentalité de prédateur, pure et dure. Une violence froide prête à être utilisée. Voilà. Maupassant ne perd pas de temps, il nous dit tout de suite « Attention, voilà à qui vous avez affaire ». Exactement. Et ça nous amène à notre idée du jour. Le livre Bel Ami de Guy de Maupassant n'est pas seulement le récit de l'ascension d'un journaliste ambitieux. Non, pas du tout. C'est en réalité une dissection au scalpel de la société parisienne de la fin du 19e. Une sorte de manuel de conquête dans un monde où la séduction, l'argent et le cynisme sont les vrais leviers du pouvoir. C'est ça. On est en 1885 et c'est son deuxième roman. Et quel contraste avec le premier, Une vie? Rien à voir. Rien à voir. Dans Une vie, on avait la lente désillusion d'une femme. C'était tragique, poignant. Ici, c'est l'inverse. C'est l'énergie brute, l'ambition dévorante. Une course effrénée vers le sommet. Alors, allons-y. L'histoire se déroule à Paris. Et ça commence très précisément le 28 juin. Oui, On découvre ce fameux Georges Dureau, ancien sous-officier, plutôt bel homme, mais il est complètement fauché. il lui reste quoi? 3 francs et quelques centimes? 3 francs 40 pour finir le mois. On sent presque sa soif, sa colère. Il marche sur le boulevard et le livre le décrit. La poitrine bombée, les jambes un peu entr'ouvertes, comme s'il venait de descendre de cheval. C'est ça, on dirait qu'il défie tout le monde. Les passants, les maisons, Paris entier. C'est l'image parfaite de l'homme déclassé. Il a, le livre le dit très bien, les instincts du sous-officier lâchés en pays conquis. Sauf qu'à Paris, il ne peut plus piller. De moins, pas de la même manière. Pas de la même manière. Donc cette frustration, elle devient son moteur. Il ne veut pas juste survivre, il veut conquérir. C'est une mentalité de soldat. Et c'est là que l'occasion se présente. Un coup de chance. Il tombe sur un ancien camarade de régiment, Charles Forestier. Ah, Forestier, le premier échelon de l'échelle. Exactement. Lui, il a réussi. Journaliste à la vie française, un homme installé. Même s'il tousse beaucoup, on sent qu'il est fragile. Mon petit, tout dépend de l'aplomb ici. Il faut s'imposer et non pas demander. Et ça, Dureau va l'appliquer à la lettre? C'est une philosophie de vie qui lui transmet. C'est fini, Dureau ne demandera plus jamais rien. Il prendra. Forestier l'invite à dîner le soir même, il lui prête même de l'argent pour qu'il s'achète une tenue correcte, et Dureau débarque dans ce salon, dans ce monde qui n'est pas le sien. Ah, c'est une scène d'initiation magnifique. On le sent tellement mal à l'aise. Oui, il est gauche dans son costume de location. Il observe tout, il écoute et il apprend. Il apprend les codes et surtout, il apprend que la morale dans ce milieu, c'est très relatif. On parle d'adultère, de politique, de scandale. Avec une curiosité professionnelle, presque détachée. Et il comprend le rôle des femmes. Elles ne sont pas là pour décorer. Elles sont au cœur du jeu. Ce sont des partenaires. Et il y en a deux, ce soir-là, qui vont tout changer pour lui. Madeleine Forestier, la femme de Charles, et son amie Clotilde de Marelle. Absolument. Et le regard que Madeleine pose sur lui est décisif. Ce n'est pas un regard de femme séduite, hein. Non, C'est un regard d'experte. Elle évalue le matériau brut. Elle voit l'audace, le manque de scrupules. Elle voit l'instrument parfait. Elle lui dira plus tard « Toi, tu arriveras ». Elle a tout de suite compris. et la chance continue de lui sourire. Le patron du journal, M. Walter, lui propose d'écrire un article. Des souvenirs d'Algérie. La porte d'entrée rêvée. Il est euphorique. Il a sa chance. Mais une fois chez lui, seul, face à la feuille de papier. C'est la chute, la panique totale. Le vide. Le beau parleur arrogant se retrouve pathétique, incapable d'écrire une seule ligne correcte. Et c'est un moment de vérité. C'est là qu'il comprend. Il a l'apparence, l'audace, le désir, mais il n'a pas le talent. Il est une coquille vide. Donc il n'a qu'une seule solution. Il retourne chez les forestiers, désespéré. Charles l'ignore un peu, mais il insiste pour voir Madeleine. Et c'est là que le pacte est scellé. Mais c'est plus qu'un pacte. Ce qui est fascinant, c'est qu'elle ne fait pas que lui écrire l'article. Elle lui fabrique une identité. C'est ça qui est fou. Georges Dureau, l'écrivain, c'est une création de Madeleine Forestier. Elle prend ses souvenirs bruts, sa matière première, et elle le dit elle-même « Je ferai ma sauce ». Elle lui crée un style. Une voix, un personnage. Son premier succès, ce n'est pas son succès. C'est celui de Madeleine. Il n'est qu'un nom sur un papier. Une façade.
Et ça marche. L'article est un triomphe. Il est engagé. Il devient chef des Échos. L'ascension est fulgurante. Et en parallèle, il commence sa vie de séducteur. Sa première maîtresse, c'est Clotilde de Marelle. Ah, Clotilde. Sa première vraie conquête parisienne. Avec elle, il apprend, il découvre la ville, les bastringues, ces balles un peu louches qu'elle adore. Et elle le finance aussi, discrètement. Oui, elle glisse des pièces d'or dans ses poches. Pour Duro, l'amour est déjà transactionnel. Il se dit qu'il la remboursera un jour. En fait, Clotilde, c'est sa sécurité financière et son éducation sentimentale. C'est une étape. Mais une étape ne lui suffit jamais. Son ambition est sans fond. Et sa cible suivante est... D'un calcul mais glaçant. Virginie Walter, la femme de son patron. Pourquoi Elle ne l'attire pas du tout. Absolument pas. C'est une conquête purement stratégique. Madame Walter, c'est la respectabilité, le pouvoir, l'argent. En la séduisant, il ne veut pas la femme, il veut un accès. C'est une infiltration. C'est exactement ça, une stratégie d'infiltration. Il la poursuit froidement, il utilise même une église, la Trinité, comme lieu de rendez-vous pour la mettre en confiance. Chaque mouvement est calculé. Pour s'infiltrer au cœur du système Walter. Et le vrai but, c'est leur fille, Suzanne. Précisément. Mais pour épouser Suzanne et sa dot, il faut être libre. Et c'est là que la mort va lui faire une fleur, si on peut dire. Son ami Charles Forestier est mourant à Cannes. La scène de sa mort est terrifiante de froideur. Duro est là, il regarde l'agonie, comme un spectateur. Et à peine Charles a-t-il rendu son dernier souffle, Il rejoint Madeleine sur le balcon, et là, sans une seconde de pause, il lui demande de l'épouser. c'est d'un cynisme absolu. Il n'y a pas de deuil, pas de respect, rien. La mort de celui qui l'a lancé n'est qu'une opportunité à saisir. Il n'épouse pas une femme. Il fait une acquisition. Voilà, il acquiert l'outil qui lui manque. Le cerveau de Madeleine, son talent, son réseau. Il prend la place du mort, littéralement. Le mariage a lieu. Pour le style, Georges Duroy devient Duroy de Cantel. Ça sonne mieux. Mais ça se complique vite. Il a ce qu'il veut, mais il devient jaloux. Une jalousie posthume contre Forestier. Bah oui, parce qu'il ne supporte pas l'indépendance de Madeleine. Il découvre qu'elle n'est pas juste sa plume. C'est une actrice politique, financière, qui a sa propre vie, son propre réseau. Et le point de rupture, c'est l'héritage. L'héritage du comte de Vaudrec. Un ami très proche de Madeleine qui meurt et lui lègue 1 million de francs. 1 million. Et là, Duroy, Il explose. Cette indépendance financière lui est insupportable. Le masque du séducteur tombe et on découvre le maître chanteur. il l'accuse, il la menace. Il l'accuse d'avoir été la maîtresse de Vaudrec et il la force à partager l'héritage. Le prétexte est magnifique d'hypocrisie pour sauver les apparences, Il lui vole un demi-million de francs. en utilisant la morale bourgeoise comme une arme. C'est terrible. À ce moment-là, Madeleine est devenue un obstacle. Elle est trop intelligente, il doit s'en débarrasser. Et il va le faire avec une cruauté méthodique. Il la soupçonne d'avoir une liaison avec un ministre, Laroche-Métieux. Un mari normal serait jaloux. Lui, il voit une opportunité stratégique. Il ne cherche pas à savoir si c'est vrai. Il va utiliser cette possibilité pour organiser sa chute. Racontez-nous ce coup de maître. C'est son chef-d'œuvre de cruauté. Il les piste, il trouve leur garçonnière et il organise un flagrant délit avec un commissaire de police. Un coup triple. Un coup triple, exactement. 1, il a un motif de divorce en béton, il se débarrasse de sa femme. 2, il fait tomber un ministre, ce qui lui donne un pouvoir énorme dans le milieu. Et 3, le plus important, il est de nouveau sur le marché. La place est libre pour le vrai trophée. Suzanne Walter. Et sa fortune ? Bien sûr, son père, Walter, qui s'est fait trahir, refuse catégoriquement. Mais Duro a une dernière carte à jouer. Le faux enlèvement. Il manipule la jeune Suzanne, qui est très naïve, et la convainc de s'enfuir avec lui. Il met les parents devant le fait accompli. C'est un prédateur social parfait. Chaque personne a été un barreau de son échelle. Exactement. Forestier, Madeleine, Clotilde, Madame Walter, Suzanne. Il a consumé tout le monde sur son passage. Et ça nous amène à la scène finale. Grandiose et terrible. Le mariage à l'église de la Madeleine. Tout Paris est là. C'est son couronnement. Sur les marches, il sent la foule. Il se sent roi. Et le livre dit qu'il regarde au loin, vers l'Assemblée nationale, en pensant déjà à sa carrière de député. C'est une apothéose cynique. Le mal triomphe totalement. Il n'y a aucune punition.
Et à l'intérieur de l'Église, il a cette pensée folle. Il a l'impression que l'homme-dieu est là pour lui, pour le consacrer. C'est presque blasphématoire. Toute dernière image est incroyable. Son regard croise celui de Clotilde de Marelle. Son ancienne et future maîtresse. Elle lui fait un petit signe, une promesse. Le jour de son mariage, il planifie déjà son prochain adultère. La boucle est bouclée. Il a tout eu. L'argent, le statut, le pouvoir. Et il garde le plaisir en plus. C'est une victoire totale. Et c'est ce qui rend ce livre si moderne et si dérangeant. C'est une conclusion absolument glaçante. Maupassant disait vouloir analyser une crapule dans un milieu digne d'elle. La question qui reste, et qui est tellement actuelle, c'est de savoir si Georges Dureau est une anomalie, un monstre, ou s'il est simplement le produit logique d'une société qui valorise le succès à tout prix. Et quand on regarde notre monde, on peut se demander si ce portrait peint il y a plus d'un siècle a vraiment vieilli.